Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cours sur les intégrales. Alors évidemment, les intégrales sont quelque chose qui a un grand nombre d'applications dans différents domaines des sciences, mais bien évidemment, les applications vont au-delà. Et un bon exemple d'application, on va le trouver en Chine, dans une université qui a décidé que pour pouvoir accéder au Wi-Fi, il fallait résoudre un petit problème de maths. Donc évidemment, sous ces conditions, l'utilisation de logiciels tels que Wolfram Alpha sera plus difficile. Donc je vous encourage évidemment à suivre ce cours avec attention. Quelle est l'idée de base d'une intégrale? De quelle manière peut-on penser à ce problème? En fait, une intégrale correspond à l'aire sous une courbe. Ce que l'on peut voir ici en bleu, qui est indiqué avec ce symbole A. Donc ici, on considère l'aire de fonction continue sur un intervalle. L'intervalle ici est entre A et B. Et on a souvent tendance à penser une intégrale comme une aire, mais c'est plutôt une aire avec un signe. Ici, on considère des fonctions qui sont au-dessus de 0. Donc l'aire sera positive, mais bien évidemment, si on avait une fonction qui serait similaire à celle-ci, symétrique par rapport à l'axe des x, nous aurions une aire qui serait la même, mais qui serait négative. Donc, il est peut-être plus adéquat de penser à des intégrales comme une aire, mais ayant un signe. Alors, pour estimer l'aire sous la courbe, par exemple la courbe bleue que l'on voit ici, qui est dénotée avec ce symbole A, une façon de faire, mais ce n'est évidemment pas la seule manière dont on pourrait procéder, est d'approximer cette aire par une série de rectangles. L'intérêt d'utiliser une série de rectangles, c'est que l'aire de chacun de ces rectangles est très simple à calculer et il sera évidemment facile de faire leur somme à la fin. Donc on voit un exemple ici où on a utilisé 4 rectangles pour approximer l'aire que nous avons sur la gauche. Et évidemment, on remarque à certains endroits que l'approximation n'est pas bonne. Par exemple ici, un autre exemple, on peut le trouver ici. Donc ce sont des cas où soit l'aire est inférieure à ce qu'elle devrait être, ou soit elle est supérieure. C'est ce que l'on voit dans chacun de ces deux exemples. Donc maintenant, l'idée est de se dire que plus on va ajouter de rectangles, meilleure cette approximation va devenir. Alors évidemment, avec 4, l'on remarque que l'approximation n'est pas très bonne, ce qu'on peut noter S4 pour dire la somme de 4 rectangles, mais on peut bien évidemment utiliser un nombre de rectangles supérieur. C'est par exemple ce que l'on voit ici, avec 8 rectangles, et on voit que l'approximation devient de mieux en mieux, mais évidemment, on remarque toujours des erreurs de l'approximation, comme par exemple ici ou ici. Cette approximation qui est donnée ici avec S8, donc avec 8 rectangles, on peut évidemment augmenter le nombre de rectangles, par exemple avec 25. Évidemment, l'approximation devient de mieux en mieux, et vous avez deviné la suite, on peut augmenter ce nombre à 50, voire même à 200. À 200, ce que l'on remarque, c'est que l'approximation semble être parfaite. Alors évidemment, ce n'est pas le cas théoriquement, mais visuellement, il est très dur de remarquer une différence entre l'aire que l'on remarque sur la droite et l'aire sur la gauche. L'intuition qui est de se dire, plus le nombre de rectangles augmente, meilleure sera l'approximation, semble être quelque chose qui visuellement a un sens. Maintenant, de quelle manière peut-on définir une intégrale? Alors on va noter la quantité A que vous voyez sur la gauche. Cela correspond à l'intégrale, donc c'est ce symbole que vous avez ici, entre A et B, qui représente donc les bornes de cette intégrale, puis la fonction que l'on cherche à intégrer, f, f étant une fonction de x, et puis dx qui va indiquer de quelle manière l'aire va être calculée, par rapport à quel axe l'aire va être calculée. Alors cette intuition, qui revient à approximer l'aire sous une fonction par une série de rectangles, elle peut être formalisée de différentes manières. Et une des formalisations, et qui est la formalisation que nous allons étudier dans ce cours, revient à parler de somme de Riemann. Alors si on prend un exemple, par exemple avec cette fonction que nous avons ici, on pourrait diviser l'intervalle entre A et B en un certain nombre de partitions. Alors par exemple, si je coupe cet intervalle en 3, donc par exemple ici, on peut imaginer de construire des rectangles
qui vont avoir comme base cet intervalle ici. Et ensuite, eh bien, on peut prendre tout simplement n'importe quel point qui va se trouver dans cet intervalle. Alors prenons un point au hasard, par exemple celui-ci. Je vais ensuite construire un rectangle de la manière suivante. Puis ensuite, prenons le deuxième intervalle, donc, qui correspondra à l'intervalle que nous avons ici. Prenons de la même manière n'importe quel point qui va se trouver à l'intérieur de cet intervalle, par exemple ce point, et on construit de la même manière un rectangle qui est donné ici. Puis finalement le dernier intervalle, qui est celui-ci. On peut à nouveau prendre un point, n'importe lequel à l'intérieur de cet intervalle, par exemple ce point, qui va nous donner la hauteur que nous avons ici. Donc le point que nous avons choisi, je vais le noter W, et la hauteur du rectangle, eh bien, correspondra à F de W. Maintenant, l'aire de ces rectangles, nous en avons ici 3. Eh bien, l'aire de ces rectangles est une approximation de l'intégrale de A à B de f de x dx, où évidemment f de x correspond à cette fonction. La manière dont nous avons fait cette petite illustration revient à dire que la valeur que nous prenons pour la hauteur du rectangle peut correspondre à l'image de n'importe quel point à l'intérieur de la subdivision que l'on considère. Alors formellement, ce que l'on fait, c'est qu'on subdivise l'intervalle AB en n intervalles. Par convention, on va appeler A x0. Donc si je reviens sur mon schéma, A sera égal à x0. Puis ensuite, on va prendre le premier point, x1, x2, et puis finalement, le dernier point, qui sera aussi par convention B. Et dans l'exemple que j'ai pris, vu que n était égal à 3, cela correspondra à x3. Donc, une fois que cette subdivision a été faite, eh bien, on peut prendre n'importe quel point qui est noté comme WK. Donc, par exemple, ce point ici correspondrait à W1. On voit que son image sera ici. Ce point-là correspondrait à W2 et finalement W3 qui serait ici à la fin. Et donc, on va définir la somme de Riemann, Sn, n faisant référence au nombre d'intervalles que l'on va considérer, peut être définie de la manière suivante, c'est-à-dire la somme des rectangles, la somme de l'aire des rectangles. Pourquoi est-ce que cette formule correspond à la somme de l'aire des rectangles? Si on prend comme exemple un des rectangles, la hauteur ici correspond à S de W1. La largeur du rectangle correspond à x1 moins x0. Et donc, ce que l'on voit, c'est exactement cette formule lorsque k est égal à 1. Et donc, à nouveau, cette somme, ce Sn, est donc une approximation de cette intégrale. Cette somme de Riemann, elle correspond à l'aire des rectangles que on a vu, on peut définir de différentes manières. On peut définir avec différentes bases et on peut prendre différentes hauteurs tant qu'elle est dans un certain intervalle. Et l'intuition que nous avions au début, c'est de dire que pour approximer l'intégrale, on va vouloir avoir de plus en plus de rectangles pour approximer l'aire qui nous intéresse de mieux en mieux. Et en fait, c'est ce que l'on appelle une fonction intégrable. Si l'on regarde vraiment la définition, cela revient à dire, lorsque la limite en n de cette somme de Riemann, ce qui veut dire lorsqu'on fait diverger le nombre de rectangles qui va être utilisé, eh bien si cette somme existe, si elle ne diverge pas, on va dire que la fonction f est intégrable sur l'espace AB. Évidemment, il y a une raison pour laquelle nous avons considéré des fonctions continues, qui est donnée par le théorème suivant. Si la fonction f est continue sur l'intervalle AB, alors cette fonction est intégrable. Maintenant, quelques remarques.
Alors, tout d'abord, le choix des subdivisions, c'est-à-dire à quel endroit on va couper l'intervalle AB, ainsi que quel point nous allons choisir dans chacun de ces intervalles, ne change pas la convergence de la somme. Ce qui est en fait assez logique. Si le nombre de rectangles devient très très grand, la manière dont l'intervalle est coupé devient de moins en moins important. Et généralement, on a tendance à penser qu'une subdivision équidistante, c'est-à-dire de partager l'intervalle en des morceaux qui sont tous de même longueur, est quelque chose de tout à fait raisonnable. À ce moment-là, xk moins xk moins 1 devient constant, et on peut simplement réécrire cette somme de Riemann de la manière suivante. Alors, prenons un exemple. Par exemple, la fonction x carré sur l'intervalle 1 à 2. Donc, c'est une fonction continue sur un intervalle compact. Donc, évidemment, par le théorème que nous avons vu avant, cette intégrale existe. Regardons ici un exemple tout simple. Supposons que l'on cherche simplement à calculer S2, c'est-à-dire d'utiliser uniquement deux rectangles. Alors, je vais prendre ici un exemple. Ici, on prend quelque chose d'équidistant. Donc, vu qu'on s'intéresse à l'intégrale entre 1 et 2, cela revient à calculer ceci. Ok, donc cette R ici correspond à l'intégrale de 1 à 2 de x carré dx. Cette fonction ici, f de x, est donc bien égale à x carré. Alors, si on cherche uniquement à utiliser deux rectangles, alors ces deux rectangles vont correspondre ici, on va avoir le premier rectangle, ici le deuxième. Une manière de faire serait de prendre le premier point à l'intérieur de cet intervalle. Donc si je prends l'intervalle entre 1 et 1,5, le premier point serait à 1, et donc on pourrait imaginer de construire un rectangle qui ressemblerait à ceci. On pourrait utiliser la même règle pour le deuxième rectangle, le point le plus petit étant 1,5, donc on pourrait prendre le rectangle que l'on a ici. Si on regarde l'aire que nous obtenons, qui serait celle-ci, celle-ci correspond évidemment à une approximation de l'aire que nous allons obtenir, mais on voit ici que l'erreur que nous allons faire, c'est que nous allons sous-estimer l'intégrale en question. Une autre manière de procéder serait de faire exactement la même chose, mais en prenant un autre point, qui serait non pas le point le plus petit, mais le point le plus grand. Donc le point le plus grand entre 1 et 1,5 serait 1,5. L'on obtiendrait ce rectangle-là. Dans l'intervalle 1,5 à 2, le point le plus grand serait de 2, et on obtiendrait ce rectangle ici. L'aire que l'on va obtenir serait celle-ci. Et donc ces deux approximations de l'intégrale, ce que l'on peut voir, c'est que dans un cas, elles vont sous-estimer, et dans un cas, elles vont surestimer la valeur de cette intégrale. Donc on pourrait par exemple écrire ici l'intégrale que j'ai utilisée ici en violet va être plus grande que l'intégrale qui nous intéresse, soit l'intégrale de 1 à 2 de x carré dx, qui est à son tour plus grande que l'intégrale représentée par l'aire en rouge, le rectangle qui est donné en rouge. La même chose est illustrée ici à travers les rectangles que l'on voit en vert. On a ici utilisé 6 rectangles pour faire l'approximation de cette intégrale. Et ce que l'on voit, c'est que l'approximation en vert correspond à prendre le point le plus petit à l'intérieur de l'intervalle. Notre intuition, et ce que l'on voit aussi dans le graphique, c'est que l'aire va être inférieure à la valeur de l'intégrale. Donc on verra par la suite, et on peut facilement calculer cette intégrale avec les outils dont nous allons parler dans la suite de ce cours, que l'intégrale ici vaut environ 2,3. Alors que l'aire des rectangles verts vaut ici 2,1 approximativement. Donc on voit effectivement qu'on a tendance à sous-estimer l'aire qui nous intéresse. On a exactement l'image inverse lorsque l'on regarde les rectangles rouges, qui eux surestiment l'intégrale.
On voit ici que l'aire de ces rectangles est environ de 2,6, alors que l'on cherche à estimer quelque chose d'environ de 2,3. Bien évidemment, lorsque le nombre de rectangles va augmenter, la différence entre ces deux méthodes va se réduire. Maintenant, on remarque dans la notation qui est donnée ici, quelle est la différence? Eh bien, en fait, les deux formules sont exactement les mêmes. La différence se trouve dans les indices de la somme. La première somme part à 0, alors que la deuxième somme part à 1. Ce qui revient à dire prendre le point le plus petit dans l'intervalle ou le point le plus grand. Maintenant, dans l'animation que vous avez ici, ce que l'on peut voir, c'est à quel point l'erreur que nous faisons avec une méthode ou avec l'autre va changer en fonction du nombre de rectangles qui sont utilisés dans l'approximation. Comme on peut le voir aussi, sur cette partie de l'animation, la méthode qui est présentée avec des rectangles verts va sous-estimer, mais va converger vers la bonne valeur en fonction du nombre de rectangles utilisés. Et l'inverse est vrai avec la méthode en rouge, l'inverse dans le sens où la méthode surestime, mais va elle aussi converger vers la bonne valeur lorsque le nombre de rectangles augmente. Ce qui revient exactement à la remarque que nous avions précédemment, qui est de dire la manière dont la subdivision est faite et la manière dont on va calculer la hauteur du rectangle n'est pas importante tant que l'on choisit une valeur dans l'intervalle en question. Un autre exemple que l'on peut considérer est la fonction f de x est égal à 1 sur x. Alors c'est une version légèrement modifiée de cette fonction, puisqu'on a étendu cette fonction pour le point x est égal à 0, et on a défini l'image de ce point comme étant 0, ce qui est représenté par le point bleu que vous voyez ici dans le graphe. Alors ce que l'on va voir, c'est que cette fonction n'est pas intégrable sur l'espace 0, 1, et la manière dont on peut le montrer, c'est d'utiliser les sommes de Riemann. Alors comme vous l'avez vu, les sommes de Riemann peuvent être définies de différentes manières. On va choisir de partager l'espace entre 0 et 1 de manière équidistante. Et on va aussi utiliser l'une des règles que nous avons vues précédemment, où l'on va utiliser la valeur la plus grande à l'intérieur de l'intervalle. Donc cela peut s'écrire de la manière suivante. Et ce que l'on voit, c'est que Sn revient à la somme que l'on voit ici. Lorsque l'on fait tendre n vers l'infini, on obtient la série harmonique, qui est une série qui diverge. Alors maintenant, on peut montrer la même information de manière intuitive dans l'animation que vous voyez ici. Et il est vrai qu'on a choisi un nombre de rectangles particulier, puisque l'on a d'abord choisi 2 rectangles, puis 4, puis 8, et ainsi de suite. À chaque fois, on a doublé le nombre de rectangles. Et ce que l'on voit, c'est que l'aire de ces rectangles augmente de manière linéaire.